Phase régionale de la restitution de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le contenu du document a été présenté au gouverneur et aux forces vives de la nation à l'intérieur du pays. Dans ce journal, le point des restitutions à Bamako, Kaï, Ségou, Mopti et Gao. L'Afrique a l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. C'est le thème du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. La 8e édition a été lancée hier par le président sénégalais Macky Sall. Le Mali est représenté à cet événement par le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le Mali et la Chine en conclave. 300 personnes réunies au Centre international des conférences de Bamako prennent part au forum sur la coopération sino-malienne qui a 62 ans. Une première édition qui va mener la réflexion autour des secteurs comme la politique, l'économie, l'éducation ou encore la santé. Merci de votre fidélité. Bonsoir, bienvenue. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, deux organisations humanitaires internationales disposées à accroître leurs appuis en faveur du Mali. Les responsables des deux organisations ont été reçus cet après-midi par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, le compte-rendu de ces audiences avec Fousseni Tounkara. La première délégation reçue par le chef du gouvernement par intérim est celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Conduite par son président résident au Mali, elle a abordé avec le ministre Maïga des questions relatives au bien-être des réfugiés et leur participation aux échéances électorales en vue dans notre pays. Le premier sujet le plus important, c'est d'abord l'encourager et le remercier. Remercier le gouvernement malien pour son engagement qu'il a pris pour permettre aux réfugiés, comme vous le savez, il existe plus de 180 000 réfugiés maliens qui sont dans les pays limitrophes, à savoir la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Donc il est important que ces personnes puissent participer en fait aux échéances électorales prochaines. Donc ce même effort aussi va être garanti pour les personnes déplacées internes. C'est le lieu de remercier les autorités maliennes. Je pense que le Mali a toujours eu, et ce depuis tout le temps, depuis son indépendance, à cœur de recevoir et de protéger les réfugiés qui se trouvent sur son territoire. À cet égard, je prends l'exemple notamment des réfugiés mauritaniens qui sont dans la région de Kaï, qui sont présents sur le sol malien depuis 1989. Et je pense que c'est un exemple qui pourrait être cité et qui devrait être aussi multiplié à travers le monde. En tant que présidente du CICR, Mirjanas Poljarik est à sa première visite au Mali. Sa rencontre avec le Premier ministre par intérim fait suite à sa visite à Gao où elle a rencontré les populations affectées par la crise sécuritaire et du changement climatique. Nous avons parlé de la situation humanitaire, surtout dans la région de Gao. Nous avons parlé de la coopération avec les autorités, aussi au niveau régional. Et nous avons parlé de la coopération pour pouvoir assister à la population qui a besoin de l'aide. Et Monsieur le Premier ministre nous a encouragés de continuer à faire ce qui est possible en livrant l'assistance humanitaire dans la population civile qui est affectée par des conflits armés, mais aussi affectée par l'impact du changement climatique qui renforce la pression humanitaire sur les femmes et les hommes, surtout ceux qui ont dû se déplacer. Les représentants de ces deux organisations humanitaires, le HCR et le CICR, ont rassuré le chef du gouvernement par intérim d'être disposés à accroître leur appui en faveur des populations maliennes. Le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, a reçu ce matin en audience une délégation du bureau du Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Les échanges ont porté sur la situation du CNPM et l'appui que le CNT pourrait lui apporter après une longue crise qui a abouti à la mise en place d'un nouveau bureau. Une seconde audience a été accordée par le président du CNT aux représentants de l'aménagement au Mali. Les détails avec Mamadou Fani. Porté à la tête du Conseil national du patronat du Mali le 1er octobre dernier, le tout nouveau patron des patrons a été reçu ce matin par le président du CNT. Le président du CNPM était venu présenter son bureau et expliquer la situation actuelle de son organisation après une période de longue crise traversée. Nous sommes venus partager avec le président du CNT nos axes stratégiques de travail pendant cette mandature qui s'ouvre et qui va porter sur les 5 prochaines années. Lui dire aussi que nous comptons sur son institution, qui est le Parlement de notre pays aujourd'hui, pour que lorsque il y a des lois à caractère économique et social
qui arrivent sur leur table, que le CNPM puisse être écouté, que nous puissions apporter notre contribution pour l'amélioration de ces lois-là. Après le CNPM, c'est au tour du représentant de la MINUSMA d'être reçu par le président du CNT, colonel Malick Diao. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de la coopération entre notre pays et la MINUSMA. J'ai eu l'occasion de parler un peu de l'appui que nous apportons dans le domaine de la transition, en ce qui concerne la transition en cours, l'appui que nous apportons à la mise en œuvre de l'accord de paix, mais également l'appui que nous apportons aux initiatives qui sont prises par les autorités maliennes en vue de la stabilisation du centre. Évidemment, ce fut aussi une occasion pour moi, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors de mon dernier briefing au Conseil de sécurité, de me féliciter des avancées réelles qui ont été enregistrées et de féliciter les autorités maliennes pour ces avancées et de les assurer de notre soutien continu dans le cadre du mandat qui est le nôtre. Le représentant de la MINUSMA a salué les progrès réalisés par le Mali dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Il a ensuite déclaré que son organisation restera aux côtés du Mali pour le retour de la paix et de la stabilité. Et en image, le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diao, nous n'avons pas les images, nous allons vous informer en tout cas que le colonel Malick Diao, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à Conakry cet après-midi. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue de la Guinée. Malick Diao participera demain à l'ouverture de la pré-reprise des sessions parlementaires permanentes du Conseil national de transition de la République de Guinée. Une cérémonie solennelle qui se tiendra au Palais du Peuple avec la présence remarquable du Mali au nom du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Phase régionale de la restitution de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les membres de la commission de rédaction du document étaient ce matin face au gouverneur et aux forces vives de la nation à l'intérieur du pays. À cette rencontre étaient également présents les représentants des partis politiques et de la société civile. Sokuna Kamisogo était présente pour l'ORTM. L'avant-projet de la nouvelle constitution de la République du Mali, qui fait l'objet de restitution, est un document composé de 14 titres et 195 articles. Il touche tous les domaines de la vie politique, sociale et économique du pays. Toutes les couches sociales et politiques du pays doivent s'y retrouver, d'où l'importance de cette restitution aux gouverneurs, élus communaux et de la société civile. Le présent projet de réforme constitutionnelle se veut inclusif et fédérateur d'opinion dans une vision de refondation de notre pays. La conduite d'une telle mission n'est pas facile. Elle exige du professionnalisme, de la disponibilité et une grande capacité d'écoute de la part de ceux qui en ont la charge, mais également une forte mobilisation des citoyens dans le seul intérêt de notre nation. L'une des particularités de cet avant-projet de constitution de la République du Mali, c'est qu'il définit la déconcentration et la décentralisation comme principe clé de la gouvernance du territoire malien. À ce titre, les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales ont une importance particulière dans la distribution du pouvoir ainsi que le découpage territorial. Le préambule de la Constitution, en termes d'innovation, ne peut pas omettre la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis maintenant une dizaine d'années. Et les conséquences de cette crise doivent être tirées dans la Constitution de manière à ce que les soubresauts de la vie politique puissent être évités à l'avenir. Les gouverneurs des régions présents à cette rencontre se disent édifiés sur le contenu de cet avant-projet de constitution de la République du Mali. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très fiers, et surtout l'expérience de l'équipe qui vient de nous faire la restitution. Nous, au niveau des régions, nous partons très outillés et nous allons faire le relais pour que le maximum de nos administrés puissent s'accaparer du contenu de cette constitution qui, je dis encore, est le reflet de notre État-nation qu'est le Mali. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction que certains pans de la société, certaines catégories sociales, comme les légitimités traditionnelles, etc., sont prises en compte. Nous avons également noté avec beaucoup de satisfaction des innovations
qui vont pouvoir juguler des difficultés que l'on a eues dans le passé, dans le cadre des élections, dans le cadre de certaines fonctions qui ont été assez bien clarifiées. Un document d'une telle importance a besoin vraiment d'être expliqué et c'est ce qui a été fait. Et je pense que les explications qui ont été données sont vraiment suffisantes pour permettre à chacun d'entre nous de transmettre ce message à l'intérieur du pays afin que nous participions tous à la fondation du Mali courant. Je dis grandes félicitations à la commission de rédaction de la nouvelle constitution qui avait quand même une mission très très difficile, à savoir prendre en compte les aspirations générales du peuple malien. Je crois que lors de la présentation par le représentant du président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, nous avons compris que des avancées majeures ont été faites pour prendre en compte ces aspirations du peuple. Nous avons suivi avec intérêt la présentation, n'est-ce pas, de cette constitution dans ces grandes lignes et beaucoup d'innovations, n'est-ce pas, ont été faites. Et nous me permet vraiment au nom de la région de Koulikoro que je représente de pouvoir transmettre vraiment les informations utiles que nous avons reçues ici. Les participants à cette rencontre ont tous reçu un exemplaire de l'avant-projet de constitution. Question de leur permettre de mieux vulgariser le contenu à leurs bases respectives. L'avant-projet de la nouvelle constitution a également été restitué à Kayes, Ségou. Plusieurs régions étaient représentées dans ces localités pour prendre connaissance du contenu de la loi fondamentale de l'État. Suivons. Échanger avec les forces vives de la cité des rails autour du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution, c'est l'objectif de cet atelier organisé par la commission de rédaction de la nouvelle constitution CRNC. La commission pense avoir fait le maximum qu'il faut au plan technique et au plan moral pour que vraiment les Maliens se retrouvent dans ces textes-là fondateurs de la refondation de l'État malien. L'avant-projet a pris pratiquement à 90% toutes les doléances et propositions de la région de Kayes qui ont été véhiculées au départ. Donc nous pouvons dire que les peu qui restent, je crois que ça serait peut-être expliqué au niveau des lois organiques qui vont accompagner les grandes lignes de la Constitution. Cet exercice démocratique a été non seulement apprécié par les participants, mais aussi par le chef de l'exécutif régional. Ils reviennent restituer le contenu du document. Donc ça, c'est vraiment à saluer, parce que ça donne non seulement un caractère démocratique à ces processus, mais aussi ça prend en compte vraiment les préoccupations de la population et ça donne un caractère vraiment inclusif à ces documents. Soulignons que cet atelier se tient également dans plusieurs autres régions du Mali. La restitution de l'avant-projet de constitution phase régionale constitue une étape importante dans la refondation du Mali. Et l'exercice qui mobilise les forces vives dans toutes ses composantes, des régions de Ségou, San, Sikasso, Koutiala et Bougouni, société civile, représentants des collectivités et autorités, se veut surtout un devoir de redevabilité. L'exercice de ce matin, justement, vise à partager avec vous, à vous expliquer le contenu, ce que nous avons prévu dans les dispositions de cet avant-projet de constitution. Ainsi, l'avant-projet de constitution remis aux autorités régionales et largement expliqué est un document cadre composé de 195 articles, 14 titres et des chapitres. Le document comporte des innovations majeures. Un document capital pour notre refondation, un document capital pour notre futur commun, un document, je l'ai souhaité, dont le monde pourrait s'inspirer, en tout cas après les générations à venir. Cet avant-projet de la nouvelle constitution nous permet de prendre en charge toutes les préoccupations, je dis sans exclusive, toutes les préoccupations que les Maliens avaient. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour la population, c'est une très bonne opportunité pour tout le Mali de s'approprier de ce document. Vous savez, on n'aura jamais la perfection, mais il s'agit de donner de la valeur à ce qu'on a. Autre aspect important souligné, le concept de laïcité plus explicite, les innovations par rapport aux institutions et les questions liées à nos langues nationales. Avant de venir à Ségou ici, il y avait certains points
Alors donc j'avais le souci. Les explications que je viens de recevoir tout de suite là, alors fournit les réponses à ces préoccupations. Et on a fait des recommandations fortes au niveau des assises, au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et voilà qu'ils ont en partie tenu compte de ces recommandations. En ce qui concerne la justice, la réforme de l'administration, et les innovations par rapport aux différentes institutions nouvellement apportées, et même en matière électorale, cela va vraiment contribuer à résoudre beaucoup de problèmes. Cette démarche elle est salutaire. Nous avons été entretenus autour des différentes innovations et ces innovations sont vraiment porteuses d'espoir pour le peuple malien. En attendant donc la soumission à un référendum, cet avant-projet de constitution suscite un espoir certain au sein des populations. Même à l'exercice à Mopti et Gao, les participants se sont exprimés sur le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution et ont fait part de leurs préoccupations à la délégation de rédaction du document. Regardons. Un face-à-face entre la commission de rédaction de la nouvelle constitution et les forces vives de Taoudéni, Tombouctou, Douanza, Bandiagara et Mopti. À l'ordre du jour, la restitution de l'avant-projet de la constitution de la République du Mali. Plus de 200 représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des légitimités traditionnelles et religieuses, ainsi que ceux des organisations de la société civile, ont répondu présents à l'appel. Les principales innovations, il y en a beaucoup. Le caractère unitaire de l'État malien, de la République du Mali, est consacré. Et sur les droits et les libertés, on a résolument décidé d'absoudre la question de l'esclavage, qui était jusque-là une question taboue. La présentation est édifiante, cependant plusieurs points divisent les participants. Nous avons eu aussi la chance de parcourir les 14 titres et nous pensons que vraiment ça prend en compte tout ce que nous avons dit et tout ce que nous voulons pour le Mali nouveau. La question que je me pose, pourquoi on reconduit encore la même Cour constitutionnelle dans la plénitude de ses fonctions? Si on parle d'un État laïque, et que je crois que tout le monde a le libre choix de sa religion et de ce qu'il doit faire pour la contribution de ce Mali. Donc ça, c'est un peu ce qui m'a impressionné. La diminution des institutions aussi. Moi, je vois que vraiment ce qui est plus important quand même, c'est surtout par rapport à la famille. Ils ont dit que l'homme ne se marie pas avec un homme, une femme ne se marie pas avec une femme. Donc le mariage reste tel qu'il est. Et les différents échanges, il est ressorti des points saillants, de la satisfaction de certaines personnes, des ressortissants d'autres régions qui ont vu leurs préoccupations et leurs situations prises en charge après la séance d'écoute. Toutes choses qui nous font espérer que ce texte fondamental, cette loi, cet avant-projet est un condensé de l'aspiration des Maliens pour le Mali croit que nous sommes toujours en train de prôner. À rappeler que cet avant-projet de la Constitution de la République du Mali est composé de 195 articles et 14 titres. Cette phase régionale de restitution de l'avant-projet de Constitution a mobilisé des participants des régions de Gao, Menaka et Kidal en vue de partager avec eux le contenu du texte élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle Constitution. Nous avons une opportunité de discuter de l'avant-projet de la nouvelle Constitution de notre pays qui va engager très certainement nos enfants et nos petits frères. Donc je vous demande de faire sortir tous les points saillants. Les innovations majeures de cet avant-projet visent à adapter le texte aux réalités de notre pays selon les membres de la commission de rédaction. Les innovations que nous avons dans ce texte sont nombreuses et nous ne pouvons que vous énumérer. Au sortir des débats, les participants se disent globalement satisfaits et pensent que les dispositions contenues dans ce texte correspondent à leurs attentes. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est surtout là où ils ont parlé de langue. Et je trouve que c'est le français qui est vraiment la langue. Et c'est le français avec tout le monde peut communiquer. Notons que cette phase régionale de restitution de l'avant-projet de constitution a regroupé les autorités administratives, les élus, les syndicats ainsi que les représentants de la société civile des régions de Gao, Menaka et Kidal. Nous avons maintenant les images de l'arrivée du président du Conseil national de transition
colonel Malick Diao à Conakry. Il est arrivé cet après-midi en Guinée à la tête d'une forte délégation. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue de la Guinée. Malick Diao participera demain à l'ouverture de la reprise des sessions parlementaires permanentes du Conseil national de transition de la République de Guinée, une cérémonie solennelle qui se tiendra au Palais du Peuple avec la présence remarquable du Mali au nom du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Voilà les images de l'arrivée du président du Conseil national de transition, colonel Malick Diao à Conakry. Il a été accueilli par son homologue de la Guinée et participera demain à une réunion du Conseil national de transition de la République de Guinée. Voilà, il est à la tête d'une forte délégation du CNT du Mali. La journée internationale des femmes rurales et celle de l'alimentation sont célébrées chaque année les 15 et 16 octobre. Ces journées ont coïncidé cette année avec la célébration des festivités du Maouloud. Elles seront donc célébrées au Mali le 27 octobre 2022 à Banamba. Reportage Ancheta Koulibaly. Elles sont nombreuses à être dans les champs, au bord des rivières très tôt les matins à la quête du quotidien. Ces battantes, ce sont les femmes rurales. Le 15 octobre leur est dédié afin de reconnaître non seulement leur rôle, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Au Mali, cette année, la célébration de la Journée internationale des femmes rurales est couplée à la Journée mondiale de l'alimentation. Au Mali, les femmes rurales représentent 70% de la population active agricole. Cependant, elles sont sous-représentées dans les instances de décision au niveau du monde rural. Seulement 24% sont propriétaires terriennes, dont 5,1% seulement ont des entreprises formelles. Elles ont d'énormes difficultés à sécuriser des superficies qu'elles mettent en valeur et manquent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins. L'édition 2022 de la Journée des femmes rurales est célébrée sous le thème Femmes rurales, actrices incontournables pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise multidimensionnelle. Quant à la Journée mondiale de l'alimentation, elle est placée sous le thème « Ne laisser personne de côté », amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie. L'objectif recherché est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays dans le contexte des crises multidimensionnelles pour un développement durable. Pour cela, il s'agit de sensibiliser le grand public sur les problématiques liées à la faim, à la pauvreté rurale, à l'atteinte de l'objectif faim zéro d'ici 2030 et sur le rôle que les femmes rurales jouent dans la promotion de la paix et de la sécurité. Le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires, célèbre conjointement ces deux journées, ce jeudi 27 octobre à Banamba. Cérémonie de départ de 50 boursiers stagiaires du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle pour le Maroc. Ces 50 boursiers vont suivre une formation dans les filières porteuses comme le génie civil, la géométrie, la topographie. Et c'est le ministre de tutelle qui a présidé la cérémonie de départ en présence de l'ambassadeur du Maroc au Mali. Aliou Abdoulaye Touré nous fait le point. Ce sont au total 50 boursiers du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui vont suivre leur cursus scolaire au royaume chérifien. Au nombre de ces boursiers, 32 garçons et 18 filles. Les filières de formation qui attendent ces nouveaux boursiers sont la gestion d'entreprise, le génie civil, la géométrie, la topographie, entre autres. L'objectif de ce mode de formation, bien sûr, est d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi. Il y a beaucoup de pléthore d'activités dans lesquelles ces jeunes vont se lancer prochainement au Maroc. Mais l'offre de formation professionnelle du Maroc s'est étendue ces dernières années à des métiers vraiment d'excellence. Donc vous, les jeunes, vous avez la chance. Vous avez de la chance parce que vous allez travailler, apprendre dans les filières porteuses. Vous avez la chance parce que vous allez dans un pays qui a une culture d'accueil, un pays musulman comme le Mali, qui, comme il a dit, son excellence, qui connaissent les Maliens. Parce que depuis 1592,
nous sommes en relation avec le Maroc. Vous vous souvenez de 1592, en avril 1592, la bataille de Tondibi. Et aujourd'hui, c'est le prolongement de ces relations-là, mais sous une forme beaucoup plus moderne et qui va permettre aux fous jeunes de retour au pays, soit de vous auto-employer, soit d'être insérés dans nos filières. Les 50 boursiers stagiaires s'envolent ce mercredi pour la capitale marocaine. Le Centre international des conférences de Bamako abrite depuis ce matin la première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali. Durant 2 jours, 300 participants échangeront autour de 4 panels de haut niveau axés sur plusieurs secteurs. Il s'agit de créer un cadre idoine à la réflexion, aux échanges pluriels sur le renforcement de la coopération et l'amitié sino-malienne. Ce premier forum de la coopération Chine-Mali coïncide avec le 62e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Mamadi Kone. Construisons ensemble une communauté de destin Mali-Chine dans la nouvelle ère. C'est autour de ces thèmes que seront développées les activités de cette première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali. Une thématique d'actualité qui vise à concrétiser les résultats de la 8e conférence ministérielle du Forum de la coopération Chine-Afrique, tenue en novembre dernier à Dakar. En initiant ces forums, l'ambassade de Chine au Mali entend intensifier davantage les échanges sino-maliens dans tous les domaines. La partie chinoise soutient fermement la partie malienne dans ses efforts de choisir indépendamment une voie de développement basée sur la volonté de son peuple et ses propres conditions nationales. Réciproquement, la partie malienne soutient fermement le principe d'une seule Chine et le développement de la cause des droits de l'homme en Chine. Les deux parties s'unissent pour défendre les intérêts communs des pays en développement et sauvegardent l'équité et la justice de la communauté internationale. L'ambassadeur de Chine au Mali a évoqué les 62 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. En 62 ans, la Chine est intervenue dans tous les secteurs prioritaires du développement de notre pays, à savoir éducation, santé, commerce, infrastructure, humanitaire, sécurité et culture. Le président du club des amis de la Chine, d'invités maliens et chinois, a gardé le cap. Le Mali occupe une place importante dans cette relation. Il est très important aussi également de renforcer, développer davantage cette relation économique, commerciale avec la Chine. Nous avons des Maliens qui voyagent beaucoup, qui font beaucoup d'affaires avec la Chine et encore d'autres formes également dans le cadre même décentralisé. Et donc c'est dans ce sens que nous souhaitons que ces forums donnent un éclat à cette relation entre le Mali et la Chine. Pour sa part, le directeur Asie et Océan au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a magnifié la coopération entre nos deux pays avant de réitérer la disponibilité du gouvernement à entretenir ce bon partenariat. Organiser un forum pour booster la coopération sino-malienne, c'est donner l'opportunité aux deux parties d'abord de se comprendre, de s'expliquer et de se comprendre. La Chine est un des premiers pays fournisseurs de produits de toutes sortes pour le Mali, et la Chine vient de donner un taux presque zéro à 98%, un taux zéro même à 98% de nos produits. Donc la première attente que nous avons pour ce forum-là et que le gouvernement attend, c'est que les opérateurs économiques maliens et chinois puissent travailler ensemble de manière à ce que le commerce entre nos deux pays soit très fluide. Le premier panel a porté sur les résolutions du 20e congrès du Parti communiste chinois et comment la coopération Chine-Mali peut en profiter. Occasion pour l'ambassadeur de Chine au Mali et les panélistes de faire un bilan élogieux des 20 ans du Parti communiste chinois. 20 années marquées par des acquis sur les plans économiques et sociaux. En définitive, diront les diplomates chinois en ces termes, la Chine ne va bien que lorsque le monde va bien. Et le monde va encore mieux lorsque la Chine va bien. Ouverture hier des travaux de la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Cette année, le forum aborde le thème « L'Afrique à l'épreuve des crises exogènes, défis de stabilité et de ses souverainetés ». La cérémonie d'ouverture présidée par le président Macky Sall a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Mohamed Diarra est notre envoyé spécial. Des dirigeants africains au chevet d'une grande malade, l'Afrique. La 8e édition du Forum de Dakar ouvre le débat sur le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté ». En posant la problématique des chocs exogènes,
Nous n'éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. Le président Macky Sall fustige avec la dernière rigueur l'ingérence des grandes puissances dans les politiques africaines. Le Forum de Dakar pose donc le diagnostic afin de trouver des remèdes. Tenez, du fait du terrorisme, plus de 30 millions de personnes sont réfugiées ou déplacées. Il est donc inadmissible pour le président en exercice de l'Union africaine que l'Afrique soit le berceau du terrorisme. Pour ce faire, il appelle à une solidarité internationale. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a eu à prouver qu'il est temps de changer la doctrine. C'est pourquoi, et en toute vérité, nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'Organisation des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Autrement, il continuera de susciter la méfiance des uns, la défiance des autres, et il finira par perdre la crédibilité et la légitimité attachée à son autorité. L'hôte du forum est réconforté dans ses propos par ses homologues angolais et capverdiens. Le forum enregistre la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui participe à ce forum a tenu à faire une mise à niveau par rapport à certaines interventions. Pour le ministre Diop, aux problèmes africains, des solutions africaines. Quant au Mali, il dira que sa souveraineté n'est pas négociable. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial, Mohamed Diarra. On a besoin de partenaires, mais on a besoin d'abord de respect. On a besoin de travailler ensemble pour que chaque partenaire bénéficie. Donc nous restons ouverts, mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment que nos partenaires viennent dans l'état d'esprit de travailler avec nous pour des solutions, ne viennent pas nous dicter des solutions, et qu'on puisse regarder ensemble quelles sont les opportunités qu'on peut développer pour donner des emplois à nos jeunes, développer nos économies et permettre aussi qu'on puisse travailler ensemble en écoutant les Africains, en comprenant que les Africains ne sont pas des enfants, et dans chaque pays, les gens ont l'intelligence nécessaire, ils connaissent leurs problèmes. Et comme nous le disions au Mali, personne n'aime le Mali mieux que le Malien. J'imagine que quand on extrapole à l'Afrique, personne n'aime ou ne connaît l'Afrique mieux que les Africains eux-mêmes. Quand les gens viennent, il faut qu'on ait la modestie de se dire qu'on a des partenaires en face qui savent réfléchir, qui ont identifié des choses. Peut-être que nous avons une appréciation à donner, nous pouvons leur donner la main pour avancer ensemble, mais qu'on ne soit pas là dans une approche de pouvoir dicter aux gens, ou en tout cas de pouvoir les enseigner ce qu'ils connaissent déjà. Ce que nous souhaitons avant tout, d'abord la France et le Mali, je crois qu'il y a une longue histoire de relations qu'on ne peut pas nier. Les populations françaises, les populations maliennes, nous sommes liés par beaucoup de choses, l'histoire et la géographie. Notre problème, c'est un problème entre gouvernement malien et gouvernement français sur la base de considérations de partenariat. Le Mali a souhaité que notre souveraineté soit respectée, que nos choix stratégiques et nos choix de partenaires soient respectés et que les intérêts vitaux des Maliens soient pris en compte.
C'est désormais possible pour les Maliens de la diaspora de procéder à un dépôt d'argent sur leur compte bancaire au Mali via une plateforme et de payer leurs factures d'eau et d'électricité. Une opportunité offerte par le programme Tunkaranke. L'initiative permet à ces Maliens vivant à l'étranger de sécuriser leurs fonds envoyés au pays, estimés à des milliards de francs CFA par an. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Ce sont environ plus de 300 millions d'euros, soit près de 210 milliards de francs CFA, qui sont envoyés chaque année par les Maliens vivant en France. Des montants destinés le plus souvent à la prise en charge des besoins de la famille. Parmi ces besoins figurent en bonne place certaines dépenses quotidiennes, dont le paiement des factures d'eau et d'électricité effectuées via un transfert d'argent à travers une société de la place. Comment donner l'opportunité à ces Maliens vivant à l'étranger de payer les factures de leurs proches à distance? C'est bien ce à quoi le programme Tunkaranke s'est attelé en collaboration avec ses partenaires. Il suffit juste que les clients aient accès à une application qui est développée par le programme Tunkaranke pour faire le règlement de ces factures. Donc le règlement, il est vraiment traité de façon automatique. La mise à jour elle est faite automatiquement au niveau de la base de Somagep. Un ouf de soulagement pour la Somagep et EDM qui font face le plus souvent à des impayés qui entravent le bon fonctionnement de ces structures. La diaspora et acteurs du développement méritent bien cette attention particulière qui contribue à renforcer davantage les liens avec la mère patrie. Aujourd'hui, la diaspora est au cœur de notre stratégie. Vu le nombre grandissant des Maliens à l'étranger et leur apport à l'économie nationale, il est primordial pour nous de tout mettre en œuvre pour sécuriser et faciliter les envois de fonds destinés au paiement des factures ou à l'achat des crédits prépayés. En plus de ces opérations, l'initiative donne également la possibilité à ces Maliens de la diaspora de procéder à des dépôts d'argent sur leur compte domicilié dans une banque malienne à partir de ce même point physique. Nous avons une plateforme à notre niveau ici qui nous permet de suivre l'effectivité de l'arrivée des fonds à travers nos comptes de correspondants à l'étranger. Et après cette vérification, en ce moment, nous procédons au virement sur le compte du client dans nos livres. C'est un outil qui, aujourd'hui, nous permettra d'apporter une nouvelle solution sécurisée au transfert d'argent quand ces populations voudront aider leur famille à la base. Partout où nous ne pourrons pas être présents en agence, cet outil est vraiment idéal pour faciliter les transactions. Cette initiative du programme Tunkaranke cadre parfaitement avec la vision des hautes autorités de la transition qui s'engagent à accompagner les Maliens où qu'ils se trouvent. Il s'agit non seulement de la question de la diaspora, mais il s'agit aussi d'aider cette diaspora à s'organiser et faire en sorte que les investissements, c'est-à-dire les transferts, les opérations, les actions de la diaspora vers les pays puissent se passer dans les meilleures conditions et surtout devenir de plus en plus utiles. Donc leur gestion doit être efficiente. Pour moi, un projet ou une initiative qui va dans ce sens ne peut bénéficier que de l'accompagnement des plus hautes autorités du Mali. Cette opportunité ainsi offerte à la diaspora malienne par le programme Tunkaranke est le début d'une aventure avec comme finalité d'inciter ces Maliens établis à l'extérieur à plus d'investissements dans leur localité d'origine. En image, une délégation malienne composée de représentants de l'opérateur désigné de la Poste et de l'AMRTP séjourne à Berne en Suisse pour participer au conseil d'administration de l'Union postale universelle UPU. Il faut rappeler que le conseil d'administration composé de 41 pays membres assure la continuité des travaux de l'UPU. Entre deux congrès, supervise les activités de l'Union, examine les questions réglementaires, administratives, législatives et juridiques et prend les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'Union. Cette session est l'occasion pour notre pays en tant que membre de l'instance de faire valoir sa position sur les différents sujets inscrits à l'ordre du jour.
Le comité de certification et de signature électronique s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui par visioconférence. Il s'agit pour les membres du comité de revisiter les textes relatifs à l'organisation et au bon fonctionnement du service de certification et de signature électronique pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans l'écosystème numérique du pays. Reportage Nouhoum Sissoko. Cette session ordinaire du comité de certification et de signature électronique s'est penchée sur les textes qui régissent le service de certification et de signature électronique afin de le doter des moyens pour l'atteinte des objectifs à lui assignés. La rencontre par visioconférence devait permettre aux membres du comité de fédérer les propositions dans un contexte d'opérationnalisation du service. À l'ordre du jour, c'est principalement des projets de texte pour pouvoir faire un changement de statut du service. Le service de certification, c'est un service qui est rattaché au secrétariat général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Et dans cette forme, ce n'est pas possible qu'on puisse faire en sorte que la certification et la signature électronique soient une réalité au Mali. Donc, il y a certaines propositions qui sont sur la table et le comité va statuer aujourd'hui pour voir vers quel type de statut on va aller pour qu'on puisse avoir les fonds nécessaires pour mettre en place notre processus d'opérationnalisation qui est basé sur 4 axes. Il y a un volet cadre juridique et réglementaire, il y a un volet infrastructure, un volet formation et un volet communication. L'opérationnalisation du service de certification et de signature électronique figure en bonne place dans le programme d'action du gouvernement. Elle permet de renforcer le processus de dématérialisation et de digitalisation des procédures administratives et financières. L'opérationnalisation effective de ce service permettra d'avoir des services en ligne sécurisés. Je vais par là parler du e-gouvernement, du e-commerce, du e-santé, du e-education, le e-banking, les courriels et les documents électroniques confidentiels. Ça permettra aussi de faciliter l'accès des citoyens à ces services partout sur le territoire national et à l'extérieur. Le service de certification et de signature électronique a été créé en 2016 avec pour vocation le contrôle de l'authenticité des documents ou autres données électroniques. Une délégation de la Commission des affaires sociales et de la santé du Conseil économique, social et culturel a rencontré ce mardi le directeur du CHU du Point G. Pour plus de précisions, écoutons le chef de la délégation, Mahamadou Djiri, il est au micro de Koumba Sissi. Nous nous rendons compte que l'hôpital a des difficultés, mais aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont urgentes. Par exemple, je me vais prendre l'assainissement. Il ne peut pas avoir de santé sans un cadre de vie sain. Et si le problème va jusqu'à ce que les premiers ressortissants même mettent son salaire dans l'assainissement, c'est un problème. Depuis 2 ans, pas de cabine, rien. Les ambulances sont aux arrêts, et alors qu'il y a des urgences tous les jours. Et les services de dialyse, les chefs financiers nous ont fait savoir que s'il y a un effet que peut-être d'ici la fin de l'année, ils vont arrêter de faire de la dialyse. Et ça, c'est très grave. Il y a plus de 400 patients qui attendent. Et c'est là qui sont programmés, qui doivent faire la dialyse 2 à 3 fois par semaine, sont là. Donc, les kits manquent. Donc, franchement, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas attendre. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans le pays. Ce n'est pas facile de dire ce qu'on voit ici. Et c'est difficile. Et nous pouvons que remercier et féliciter la direction, les encourager. En fait, avec l'espoir que dans les jours à venir, les choses vont changer, sinon c'est difficile. Nous allons attirer encore une fois de plus l'attention des autorités compétentes pour dire que partout il y a récession, mais la santé n'a pas de prix et la vie, ça ne se reprend pas. Quand on met, c'est une fois pour tous. Nous allons faire un rapport conformément à notre mission constitutionnelle. Point Covid. Ce 25 octobre 2022, les services de santé ont enregistré 3 cas positifs sur 371 tests réalisés. 4 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 15 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. L'ONG Action contre la faim et dans un partenariat avec la coopération suisse a tenu ce mardi un atelier de capitalisation du projet Réponse multisectorielle à la malnutrition à Tombouctou et Taoudéni. Fantama Maniantao nous en dit plus. Cet atelier de capitalisation doit contribuer à la résolution de la crise nutritionnelle humanitaire dans les régions de Tombouctou et Taoudéni par une approche adaptative multisectorielle en renforçant la résilience des communautés et des systèmes publics.
Il s'agit aussi d'améliorer les besoins prioritaires de la population cible en matière de nutrition, de santé et de plaidoyer. Ce projet a permis d'approcher la prise en charge de la communauté parce que dans cette approche, il nous a été honoré par le bailleur de financer la construction de structures de santé dans les aires de santé non fonctionnelles. Mais aussi, ça nous a permis aussi de construire l'URENI comme première unité de prise en charge de la malnutrition aiguë avec complications dans la région de Taoudéni. Lors de cette journée de capitalisation du projet, des engagements seront pris par les participants, les bailleurs, pour œuvrer à une amélioration du financement des services sociaux. Nous avons voulu participer à cet atelier qui vise essentiellement à capitaliser toute l'expérience du projet pendant ces longues années de mise en œuvre au niveau de Tombouctou de Taoudéni. Donc l'atelier de capitalisation vise à capitaliser les bonnes pratiques et les acquis de ce projet afin qu'il soit vulgarisé dans d'autres localités. Notons que le projet Réponse multisectorielle à la malnutrition à Tombouctou et Taoudéni est initié par l'ONG Action contre la faim depuis 2017. Le dit projet est financé par l'Agence suédoise du développement international à hauteur de 3 millions de francs suisses. Les acteurs du développement social et de l'économie solidaire valident leur plan d'action 2021-2022. C'est à la faveur de la journée de dissémination de sa politique nationale de protection sociale tenue ce mardi, compte rendu Boubacar Kanouté. Accroître la résilience des populations, lutter implacablement contre la marginalisation, le clivage social et toute autre forme d'exclusion qui entrave l'épanouissement d'une frange de la société sont entre autres combats portés par le département du développement social et de l'économie solidaire. Cet atelier sur la dissémination du plan d'action 2021-2025 vise à jeter les jalons pour une société plus juste, équitable et solidaire. Tous ces engagements ont été dévoilés lors de cette journée de dissémination du plan d'action de la politique nationale de protection sociale. Le présent plan d'action a été élaboré en prenant en compte les insuffisances et les besoins non couverts des plans antérieurs, voire les besoins émergents au regard du contexte actuel. En 2002, le Mali a adopté une déclaration de politique nationale de protection sociale. La protection sociale se définit comme étant l'ensemble des mesures préconisées par l'État, les collectivités pour assurer la prise en charge des risques sociaux de la population. J'exhorte à mes collectivités territoriales pour s'approprier, accompagner, soutenir toutes les actions visant à promouvoir et améliorer les conditions de vie de nos communautés. L'appropriation de cette politique par les acteurs du département devra permettre de soulager les souffrances des démunis. L'initiative est accompagnée par le Programme alimentaire mondial, PAM. Merci à toutes et à tous. C'est tout pour ce 20h. À demain, même heure, Inch'Allah. Bonsoir.